Madame, Monsieur, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui le porte-parole de l'opposition guinéenne dite radicale. Monsieur Aboubacar Sylla est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. La contestation, encore la contestation. Qu'est-ce que vous contestez concrètement? D'abord, nous sommes une opposition qui se veut républicaine, responsable et constructive. On nous affuble de l'épithète de radical parce que tout simplement, nous ne faisons pas de compromis avec certains principes démocratiques et l'exercice de certaines libertés dans notre pays. Sinon, nous sommes une opposition parfaitement responsable, qui est consciente des enjeux. Mais l'opposition doit pouvoir faire des compromis à des moments donnés. Nous faisons beaucoup de compromis et on n'en parle pas souvent au niveau des autorités publiques de ce pays, mais nous faisons énormément de compromis. Donc ce que nous contestons, c'est le fait que la transparence ne semble pas être l'objectif visé par les autorités de ce pays, par la mouvance présidentielle pour ces élections législatives. En particulier, nous contestons le choix opaque, douteux, non transparent de l'opérateur technique chargé de la révision du fichier électoral. Nous avons le sentiment qu'on est en train de préparer un fichier sur mesure qui va systématiquement favoriser le clan présidentiel à chacune de nos élections. Mais ce qui est étonnant, M. Aboubacar Sylla, c'est que hier, c'était plus cela que vous contestiez. Vous contestiez hier la Commission électorale nationale indépendante qui est chargée d'organiser cette élection-là. Bon, après, ce problème a été résolu. Aujourd'hui, c'est l'opérateur que vous contestez. Demain, ce sera autre chose, certainement. Non, pas du tout. Nous avions dès le départ un stock d'une dizaine de revendications. Nous avons volontairement abandonné la plupart de ces revendications pour nous cantonner sur 3. C'est ça vos compromis? C'est ça le compromis qui nous semblait fondamental pour qu'il y ait un scrutin électoral correct, transparent, dont les résultats vont être acceptés de tous les compétiteurs électoraux. Donc c'est ainsi que nous avons renoncé à 7 de nos revendications. Nous sommes donc il en reste 3 aujourd'hui, lesquelles? À 3. La recomposition paritaire de la CENI selon la loi, le choix d'un opérateur technique pour la révision du fichier selon des normes internationales, mais par voie d'appel à la concurrence internationale, non par voie d'appel de marché de gré à gré, comme c'est le cas aujourd'hui. Et puis troisièmement, la confirmation du vote des Guinéens de l'étranger qui, conformément au code électoral guinéen, ont le droit de choisir leurs représentants au Parlement dans le cadre du scrutin proportionnel au niveau des élections législatives. On va prendre point par point. D'abord, la composition de la commission électorale, ça, vous ne pouvez pas dire que ça, le pouvoir est sourd. Vous l'avez obtenu. Nous l'avons obtenu après qu'il y ait eu une vingtaine de morts lors de nos manifestations qui sont, au passage, je vais vous le dire, violemment réprimées. C'était le cas. On reviendra sur la répression tout à l'heure. Oui, oui. Donc, nous avons obtenu une recomposition de la série, mais qui n'a pas été paritaire. Le gouvernement s'est refusé. Oui, mais bon, ça c'est... Nous avons laissé passer cette question. C'est discutable, c'est discutable, parce que quand vous dites que ce n'est pas paritaire aussi, c'est discutable. Hein? Ce n'est pas discutable parce que nous sommes une opposition et nous avons droit à 10 sièges, nous en avons eu 9. Bon, ceci n'était pas l'essentiel. Où est-ce que vous parlez? Vous placez le parti du centre alors? Les partis du centre ne sont pas des partis prévus par notre Constitution. Ceci dit, nous avons mis la recomposition paritaire de la CENI de côté, nous considérons que c'est derrière nous. Et nous avons insisté pour le respect de nos 2 dernières revendications, qui sont adossées à la loi. Nous n'avons rien inventé, nous ne faisons pas de diktat, nous avons été même plus loin. Nous avons dit que nous voulons en discuter avec le gouvernement. Nous avons demandé à ce qu'un dialogue structuré, franc et direct s'organise avec le gouvernement pour que ces questions soient examinées à la lumière de la Constitution et des lois de notre pays. Mais le gouvernement s'y est refusé pendant très longtemps. Nous avons fait des manifestations pour réclamer un dialogue, un simple dialogue. Nous avons eu des morts, des blessés, des interpellés, des dégâts matériels importants commis sur des biens privés et publics, simplement parce que nous avons voulu d'un dialogue que le gouvernement nous a refusé. Oui, mais ça c'est des raccourcis. Vous avez une façon simpliste d'aborder la chose. Nous avons demandé un dialogue structuré que nous n'avons pas obtenu. Nous l'avons obtenu, en théorie, il y a quelques semaines. Moi-même, j'ai dirigé la délégation de l'opposition qui a rencontré la délégation gouvernementale qui était, elle, présidée par le Premier ministre. Au bout de 4 jours, nous nous sommes mis d'accord sur tous les contours de ce dialogue, sur les thèmes qui devait constituer le menu du dialogue, sur les composantes. Alors, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Nous sommes mis d'accord sur même un collège de facilitateurs. Donc, tout baigne. Tout baignait dans l'huile jusqu'à la dernière minute. Nous avons demandé un facilitateur international parce que nous voulions impliquer la communauté internationale dans ce dialogue, puisque nous avons l'expérience de discussions avec le gouvernement qui ont abouti à des conclusions que le gouvernement n'a jamais voulu appliquer, parce qu'il n'y avait pas de caution internationale à ces conclusions. Les Nations Unies ont accepté de nous envoyer un facilitateur international, en l'occurrence M. Saïd Djinnit, qui est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest. C'est le jour où M. Saïd Djinnit a été désigné, c'est le jour-là que le président de la République a publié le décret de convocation du corps électoral, mettant ainsi un terme à ce dialogue
qui devenait sans objet à partir du moment où les questions qui devaient être discutées au cours de ce dialogue avaient reçu déjà un traitement définitif de la part du On a identifié 3 points tout à l'heure. On a parlé déjà de la commission électorale. Parlons maintenant du choix de l'opérateur. Qu'est-ce que vous reprochez à cet opérateur-là? D'abord, nous reprochons à l'opérateur technique son choix, qui a été une violation du Code des marchés publics. Il a été choisi sans appel d'offres, sans appel à la concurrence internationale. Et ça, c'est établi. C'est pas ce que dit le gouvernement. Mais ce n'est que ça. Le gouvernement dit non, il y a un appel d'offres qui a été officiellement lancé et on a choisi de manière légale. Un appel d'offres, par définition, c'est une activité publique. Quand on lance un appel d'offres, s'il est ouvert, s'il est public, on diffuse les clauses de l'appel d'offres dans les différents médias. Un appel d'offres ne peut pas être caché. À partir du moment où c'est caché, ce n'est plus un appel d'offres public. Ceci dit, non seulement nous reprochons le choix de l'opérateur, la façon de choisir cet opérateur, mais aussi nous reprochons le manque de fiabilité et de sécurité du système, de ses procédés et de son matériel. Ce manque de fiabilité a été mis en évidence, non pas par nous de l'opposition, mais par des experts indépendants mandatés par l'Organisation internationale de la francophonie et par le système des Nations Unies, le PNUD. Nous avons dit au gouvernement, au lieu de chercher à rafistoler, à raccommoder, à rapiécer, à réparer un système qui, de toute évidence, n'est pas au niveau des normes et des standards internationaux, mais cherchons un autre opérateur technique, ce qui peut être fait dans un délai extrêmement court, puisque les Nations Unies nous ont rassurés. Cette élection était censée être organisée 6 mois après l'élection présidentielle. On est à plus de 2 ans après l'élection présidentielle. Est-ce qu'on a le temps encore d'aller choisir un nouvel opérateur? Il est parfaitement possible, en changeant d'opérateur technique, une opération qui ne prendra pas plus de mois, d'arriver à organiser des élections dans des délais relativement brefs, avec la confiance de tous les acteurs, de tous les partis politiques qui vont compétir, donc avec la possibilité que ces élections-là soient des élections propres et ne soient pas contestées au lendemain de la publication de ces résultats. Le troisième point de désaccord, c'est le choix que vous appelez unilatéral de la date du 30 juin pour pouvoir organiser cette élection législative. Le problème, c'est que le chronogramme qui a été retenu pour aboutir à la date du 30 juin, c'est un chronogramme qui ignore superbement nos revendications. Si le chronogramme intégrait nos revendications et qu'à partir de là, on puisse tenir les élections même dans un mois, mais nous serions parfaitement d'accord sur ce calendrier. Le gouvernement guinéen estime quand même avoir cédé à nombre de vos revendications parce que sous d'autres cieux, ça ne se passe pas comme ça. On voit le cas de la Côte d'Ivoire, l'opposition, le FPI de l'ancien président Laurent Gbagbo n'est pas d'accord par rapport à un certain nombre de choses et pourtant les élections se font en boycott. Et puis la même chose peut se passer ici si vous ne craignez pas ce risque-là ici. Écoutez, le gouvernement, contrairement à l'idée qu'il veut répandre, n'a accepté aucune de nos revendications. Vous avez demandé, obtenu quand même le départ du président de la commission électorale. Ça, il faut le reconnaître parce que vous n'en parlez pas beaucoup. Ça ne faisait pas partie de nos revendications. Nous avions demandé une recomposition paritaire de la CENI. Nous n'avons pas demandé simplement le départ du président de la CENI. Vous organisez des manifestations, vous n'arrivez pas à discipliner vos militants et à l'arrivée, on se retrouve avec des casses, avec des échauffourées. Mais je crois que vous êtes très sensible à la propagande du pouvoir dans ce pays. Les manifestations, nous les faisons de façon pacifique. La plupart des victimes lors de ces manifestations, pour ne pas dire la quasi-totalité des victimes, se comptent parmi les non-manifestants. Et c'est souvent... Et pourtant, il y a des gendarmes, il y a des militaires aussi. C'est souvent des morts par balle, balles réelles. Et jamais, même une enquête administrative n'est ouverte, à plus faire raison, une procédure judiciaire diligentée pour identifier les coupables, ceux qui font du maintien d'ordre avec des armes de guerre et qui tirent à balles réelles sur des manifestants désarmés. Et donc, nous sommes dans une situation où le gouvernement s'empresse d'arrêter les manifestants, de les condamner et de les faire purger des peines, alors que ceux qui tuent sur des populations désarmées ne sont jamais recherchés, encore moins identifiés et traduits devant les tribunaux. Mais certains observateurs estiment que depuis la nuit des temps, vous ne faites que contester, vous n'êtes jamais d'accord avec rien. Depuis, même en 2009, au stade du 28 septembre, il y a eu des manifestations. Vous étiez encore parmi les manifestants. Ce n'est pas les dirigeants d'aujourd'hui qui étaient au pouvoir hier. Et pourtant, vous contestiez déjà. Aujourd'hui encore, vous êtes en train de contester. Quand est-ce que vous allez trouver quand même le moyen de vous asseoir de manière convenable avec le pouvoir pour aplaner toutes ces divergences pour le bonheur du peuple guinéen? Monsieur Boton, vous me surprenez. Vous êtes en train pratiquement de nous reprocher d'avoir manifesté contre une junte militaire au pouvoir en 2009, au stade du 28 septembre 2009, une junte militaire qui voulait s'accrocher au pouvoir et qui voulait donc faire de la Guinée un pays autocratique où les libertés, où la démocratie, où les droits de l'homme n'étaient pas respectés. Pour ce qui concerne ce qui se passe depuis que le président Alpha Condé est élu, nous sommes
une des oppositions, je peux dire, les plus tolérantes, les plus compréhensives, je dirais même les plus responsables. Pourquoi? Parce que là où nous mettons la barre, ce n'est pas du tout haut. Nous demandons simplement des élections transparentes. Et pour ça, nous demandons simplement le changement d'un opérateur technique pour la mise à jour du fichier électoral et la confirmation du droit des Guinéens de voter conformément au code électoral. C'est vraiment des revendications à minima. Et lorsque le gouvernement, le président de la République, qui faisait partie lui-même des forces vives, est sourd à ces revendications, nous ne comprenons plus. Vous dernière question dans cette émission, de manière très objective, est-ce que vous trouvez des points positifs dans les actions du gouvernement aujourd'hui? Je dois vous dire que si on doit faire le bilan aujourd'hui du gouvernement, il est plus que globalement négatif. Le contraire venant de vous m'aurait étonné. Non, non, mais écoutez, vous vivez en Guinée depuis quelques jours et vous voyez toutes les contestations aujourd'hui qui animent les rues, toute cette clameur qui se dégage de la population qui ne sait plus à quelle se vouer. C'est encore vous que ce soit. Qui êtes à la base. Pas du tout. Quand les populations guinéennes manifestent parce qu'il n'y a pas de courant, parce qu'il n'y a pas d'eau, parce que mais ça, c'est pas une nouveauté. Ça, c'est pas une nouveauté. Ce n'est pas une spécificité guinéenne. Oui, mais en Guinée, on n'avait jamais connu de tels remous de façon aussi intense et aussi rapprochée pour des questions liées à la satisfaction des besoins primaires des populations. Monsieur Aboubacar Sylla, nous avons pratiquement épuisé le temps qui nous est imparti pour cette émission. Vous êtes porte-parole d'un bloc de l'opposition et de toute personne aurait voulu que les choses ne se passent pas comme cela et que tout baigne et que le peuple guinéen retrouve le bonheur auquel il aspire. Je voudrais que vous regardiez cette caméra et que vous adressiez un message au président de la République et à la classe politique, mais un message qui doit sonner comme une main tendue. Le message que je peux adresser aux autorités de ce pays, en particulier au président de la République de Guinée, est qu'il doit se souvenir que le combat qu'il a mené lui-même pendant près de 40 ans, c'était un combat en faveur de plus de démocratie, plus de respect des droits de l'homme, pour que les Guinéens puissent enfin s'intéresser et se focaliser sur les questions de développement économique et social. Car la démocratie et les droits de l'homme ne constituent que le substrat de la mise en œuvre d'un programme de société qui doit permettre à cette population, enfin, de sortir de la situation de détresse dans laquelle elle végète depuis de longues décennies. L'appel que je peux lancer donc au président de la République, c'est de faire en sorte que les élections législatives à venir marquent son mandat du sceau de la transparence, du sceau de la démocratie, de manière à ce que lui-même reste son nom dans l'histoire de la Guinée comme étant celui qui est le premier à organiser des élections propres, justes, transparentes et apaisées. Monsieur Aboubacar Sylla, merci beaucoup. J'espère que le message sera entendu et qu'il y aura des réactions. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous reviendrons ici, constater que les choses ont avancé. Merci beaucoup, M. Botan. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.